ceux qui sont en face utilisent aujourd'hui ces méthodes staliniennes qui sont de notre âge. Quelle est la pertinence d'être aujourd'hui pressé? Si tant est effectivement que c'est pour auditer ou évaluer un patrimoine. On a le temps. Je pense que c'est dans la sérénité qu'on peut faire de grandes choses. Ils auraient pu, par élégance républicaine, laisser ces gens-là battre campagne sereinement et au lendemain de cette campagne électorale et auditionner qui ils veulent. Mamour Cissé ajoute qu'au lieu de s'attarder sur les audits, il y a des choses plus prioritaires concernant les besoins des Sénégalais. Quelle est aujourd'hui la pertinence de mettre la pression sur les magistrats pour auditionner vaille que vaille ces gens-là qui sont du reste dans une campagne électorale? Pour vous, ce n'est pas normal? Je ne dis pas que ce n'est pas normal, je dis que c'est inélégant. Nous avons des principes dans ce pays. Quel est le problème? L'an moo ko fi jaral à 5 jours. Mais nous avons gagné cette élection, après nous auditionner. Personne n'est au-dessus de la loi. Les dossiers pour détournement de fonds les concernant sont examinés au tribunal. El Hadj Amadou Kane Diallo, ancien directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs, et Maître Ousmane Ngom, ancien ministre de l'Intérieur, restent toujours entre les mains de la justice. Précisez juste que Ousmane Ngom a été relâché. Amadou Kane Diallo, lui, a été placé sous mandat de dépôt malgré la caution déposée par ses avocats, une caution de 100 millions de francs CFA. Autre aspect de l'actualité également évoqué dans les titres, le mouvement national des jeunesses socialistes demande à l'État de poursuivre les audits. Il compte d'ailleurs barrer la route aux détracteurs de Macky Sall qui, selon eux, commencent à politiser cette affaire. Parallèlement, cette structure du Parti socialiste demande la libération des jeunes du M23 arrêtés lors des manifestations préélectorales. Alioune Kébé et Pape Samb pour les précisions. Le mouvement des jeunesses socialistes exhorte l'actuel régime et le président Macky Sall à rester fermes sur ses engagements sur le plan politique, économique et social. Et je rappelle que ce sont les engagements que nous avons pris en nous adossant aux conclusions des assises nationales. Je ne pense pas que M. Macky Sall reviendra sur son engagement de faire un mandat de 5 ans. Je rappelle que déjà par le canal de son porte-parole, il avait déjà réaffirmé cette position. Et je rappelle que peut-être il a actuellement une constitution en vigueur qui lui permet de faire 7 ans. Mais je reste convaincu que si Macky Sall prend la décision unilatérale de faire un mandat de 7 ans, eh bien, il aura aussi pris la décision unilatérale de faire un seul mandat. Sur un autre registre, le mouvement des jeunes socialistes entend s'ériger en sentinelle pour contrecarrer Wade et ses collaborateurs qui veulent freiner la dynamique du gouvernement au sujet des audits enclenchés. Nous mettons en garde Abdoulaye Wade et ses frotte-manches doublés de lampistes contre toute tentative de déstabilisation du pays et affirmons avec force et conviction que les enquêtes sur l'enrichissement illicite, rapide et scandaleux des responsables du régime passé doivent être continuées et menées à terme. Le leader du mouvement des jeunes socialistes a saisi également l'occasion pour demander à l'actuel régime de relâcher les détenus du M23 qui ne faisaient que rendre service à leur nation dans un contexte où la démocratie était menacée. J'ai entendu parler de certains chefs d'inculpation qui sont totalement faillacieux et dire que ces chefs d'inculpation à l'époque ont été créés avec la complicité de M. Cheikh Tidiane Sy. Certains jeunes ont été arrêtés, particulièrement à Dieuppeul, le 27 juin, dans un bar, je crois qu'on appelle chez Iba, et ils ont été accusés de viol. Vous êtes tout de même d'accord que dans un mouvement de masse, quand il y a des centaines de personnes qui courent, on n'a pas le temps d'aller violer des femmes. Mais c'est le même personnage qui avait décidé qu'il y avait des élèves et étudiants de nos différentes formations politiques qui voulaient fomenter un coup d'État. Le mouvement national des jeunes socialistes face aux échéances électorales du 1er juillet prochain intensifier la sensibilisation à l'endroit des Sénégalais pour parachever l'alternance et compte réconcilier également le peuple et son parlement. Barthélémy Diaz ne partage pas le point de vue de Malick Noël Seck. Ce dernier avait demandé il y a quelques semaines le départ d'Ousmane Tanor Dieng à la tête du Parti socialiste. Selon Diaz Junior, l'enfant de Nguyen a été élu par un congrès. Nous écoutons Barthélémy Diaz.
Notre camarade Malik Noël Seck a émis une opinion personnelle et n'a pas malheureusement posé un débat. Et nous voudrons dire que les débats au sein du Parti socialiste, qui est un parti structuré et organisé, ne peuvent être posés que dans les instances du parti, que sont le comité central et le bureau politique. Et ce que le camarade Malik Noël Seck aurait dû faire, c'est d'essayer de saisir le secrétariat à la vie politique et demander au secrétariat à la vie politique de convoquer un comité central d'évaluation. D'une façon ou d'une autre, ce comité central d'évaluation aura bel et bien lieu. Nous, au niveau des jeunesses socialistes, en rappelant que Malik Noël Seck est un responsable au niveau de ce mouvement, chargé de l'organisation et de la mobilisation, il n'a jamais posé le débat au niveau de ce mouvement. Nous, par solidarité socialiste, par culture socialiste, nous respectons le point de vue de Malik Noël Seck, mais nous ne partageons pas le point de vue de Malik Noël Seck, en rappelant une fois de plus que Ousmane Tanor Dieng a bel et bien dit que l'élection présidentielle de 2012 était sa dernière, mais Ousmane Tanor Dieng n'a jamais dit qu'il quittait la politique ou bien qu'il quittait la tête du Parti socialiste. Halte à la drogue, c'est le cri du cœur lancé par le cri du cœur de plusieurs femmes, on va dire, regroupées au sein d'une association dénommée Nénuphar. Ces dames étaient cet après-midi dans les rues de Dakar pour dénoncer ce fléau qui, selon elles, est à l'origine de la dépravation des mœurs, la recrudescence de l'insécurité. Entre autres, elles ont remis un mémorandum au ministre de l'Intérieur. On voit ça avec Badara Diop et Seydou Sow. C'est à travers une marche que ces femmes ont marqué leur adhésion à la lutte contre la drogue. Elles demandent le renforcement de la sécurité dans certains endroits où la drogue est vendue comme de petits pains. Les femmes se réjouissent de la sécurité de proximité qui commence à s'installer à certains endroits et souhaitent vivement que cette sécurité soit étendue et renforcée dans les quartiers éloignés où les femmes se lèvent aux premières lueurs de l'aube pour vaquer à leurs occupations, mais sont souvent victimes d'agressions et de violences de toutes sortes. Ces femmes qui disent non à la drogue dans les familles, la communauté et la société en général sont réunies au sein de l'association Nénuphar. Elles ont remis au ministre de l'Intérieur un mémorandum intitulé « Le cri du cœur des femmes ». On parle même aujourd'hui de féminisation du fléau. En effet, les femmes sont devenues très actives dans la consommation, la production, la culture, la préparation, le trafic, surtout celui dit des fourmis, et la circulation des drogues. Cannabis, héroïne, cocaïne, amphétamine, barbiturique, l'alcool et le tabac ne sont pas en reste. Mbaye Ndiaye, qui s'est réjoui de cette initiative, invite la police à mieux accompagner les populations. Ce cri du cœur n'est pas seulement le cri du cœur des femmes, c'est également le cri du cœur des hommes. Le rôle de la police est davantage un rôle d'accompagnement, de protection que de sanction. Et donc c'est cela que nous demandons, cette prise de conscience. Selon l'association Nénuphar, des dispositions aggravant la sanction doivent être prises lorsqu'une femme est utilisée de force dans le trafic, la détention et la consommation de la drogue. Et puis les acteurs s'accordent sur la nécessité de réformer la loi Latif Gueye contre le trafic de drogue. Selon le directeur adjoint des affaires criminelles et de la grâce, cette réforme rendra plus efficace la loi dans l'intérêt des populations. Il l'a dit au cours d'une table ronde en prélude à la journée mondiale de lutte contre le trafic de drogue qui sera célébrée ce mardi. L'incertitude qui plane à nouveau sur le système sanitaire, le syndicat autonome des médecins du Sénégal va déposer en préavis dans les jours à venir. Il réclame la reprise des négociations entamées avec le précédent régime. Un protocole d'accord avait été signé. Il portait entre autres sur la gestion démocratique du personnel et le recrutement. Les précisions de Modi Gaye et Khalid Gaye. Encore des perturbations en vue dans le système sanitaire. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal menace de paralyser le secteur dans les prochains jours si l'État ne reprend pas les négociations. Nous envisageons de déposer ce préavis de grève pour effectivement pousser ce nouveau gouvernement qui est en place depuis 3 mois a entamé assez vite des négociations avec le SAMES. Pourquoi négociations? Parce qu'il y a eu un protocole d'accord qui a été signé en août 2010. Parmi les points du protocole d'accord, la présence de représentants dans les commissions d'attribution de bourses et d'affectation. Les réclamations portent aussi sur les indemnités de spécialisation, de logement et la gouvernance des hôpitaux. On ne peut pas parler actuellement d'hôpital sans médecin, tout en sachant bien sûr que le médecin seul ne peut pas gérer une structure sanitaire. Il y a le personnel médical, il y a le personnel administratif. Mais sans consultation, mais il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de district,
Il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas de poste de santé, ce n'est pas possible. Et je vous dis qu'encore une fois, ces médecins qui aspirent à ces postes sont titulaires d'autres compétences qui leur permettent à même de gérer ces structures. Dans ce face-à-face avec la presse, les syndicalistes ont décrié aussi la situation délétère des hôpitaux. Nous avons une obligation de soins, mais non pas obligation de résultat. Pour que quelqu'un ait une obligation de résultat, il faut ne serait-ce minimum que le mettre dans de très bonnes conditions de travail. Là, maintenant, vous pouvez dire, écoutez, vous êtes en faute parce que... Mais il n'y a aucun moyen dans nos structures. Nous travaillons dans des conditions extrêmement difficiles. Parce que nous constatons beaucoup de ruptures en produits anesthésiques, en produits pharmaceutiques, des produits essentiels au niveau des établissements publics de santé, mais également au niveau des districts, au niveau des postes de santé. Et c'est un audit des structures sanitaires qui est réclamé. Le SAMES appelle aussi l'État du Sénégal à revoir sa décision d'instaurer la couverture maladie universelle. Selon la centrale syndicale, il y a des préalables à régler comme l'amélioration du plateau médical, la réforme hospitalière, le cadre juridique et la dette hospitalière évaluée à plus de 15 milliards de francs CFA. On affiche le sourire dans la vallée du fleuve Sénégal. À l'origine, les producteurs de riz pourraient faire un chiffre d'affaires de 24 milliards de francs CFA. 200 000 tonnes sont attendues cette année. Moussa Soumandia, Niab Douboy pour les explications. La campagne de production risicole de la contre-saison chaude 2012 a enregistré de très bons résultats. Près de 30 000 hectares ont été emblavés en riz dans le delta et la vallée du fleuve Sénégal, ce qui a permis aux riziculteurs de produire 200 000 tonnes de paddy et de réaliser un chiffre d'affaires de 24 milliards de francs CFA. Cette révélation a été faite par les responsables de la SAED au cours de la cérémonie officielle de lancement de la commercialisation du riz local qui s'est tenue au centre de Ndiaye. On avait un objectif de production pour la contre-saison chaude en riz de 30 000 hectares. Et au finish, nous sommes arrivés à plus de 29 000 hectares qui sont emblavés et une production de près de 195 000 tonnes de paddy sont attendues. Donc c'est la première fois qu'on ait atteint donc, un tel record au niveau de la vallée du fleuve Sénégal en contre-saison chaude riz. C'est la raison pour laquelle il fallait accompagner, comme nous avions l'habitude de le faire, les producteurs et les autres éléments de la chaîne de valeur pour organiser cet atelier de commercialisation afin de fixer un prix de commercialisation, un prix donc, qui devrait permettre à tous les acteurs de pouvoir vendre le riz sans problème. Le représentant du ministère du Commerce a réaffirmé la volonté du gouvernement de développer la filière riz locale et d'apporter des solutions aux problèmes de la commercialisation agricole. Nos producteurs donc, sont dans un environnement très favorable. Et c'est ce que nous avons voulu rappeler tout à l'heure dans la salle en leur disant qu'il y a une opportunité qui se présente à eux aujourd'hui et qu'il convient de l'exploiter. L'exploiter de manière optimale pour se retrouver quand même à un niveau de richesse qui pourrait en tout cas installer de manière durable d'abord le produit qui est le riz local, mais également profiter de cette conjoncture favorable pour accroître donc la production et occuper quand même un segment de marché très important. Avec cette production record, les riziculteurs au cours de cette rencontre ont demandé aux autorités de leur donner le temps de se réunir à nouveau afin de fixer un prix raisonnable du riz blanc. Si le Sénégal veut atteindre ses objectifs d'autosuffisance en riz dans les 3 prochaines années, il faudra aménager des terres dans l'axe sud-est, selon le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Il confie en outre que le gouvernement a l'ambition de reconquérir 100 000 hectares en identifiant les zones de riziculture. En bref, toujours, le Malao vient de boucler un atelier de 2 jours sur la circulation des armes légères. La rencontre s'est tenue à Kolda. Elle vise, entre autres, à renforcer les capacités des autorités militaires et des organisations de la société civile. Les images sont signées Bokar Kandé, notre correspondant permanent à Kolda. En bref, toujours, le Centre régional des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest engage les États membres à aller vers les énergies renouvelables. En 2010, la région n'a attiré qu'une faible fraction
des 200 milliards de dollars investis dans les capitales de production énergétique. Et on s'arrête un instant pour recevoir notre invité. Il s'agit de Seni Malam Fati, chef de la division de la connectivité et du trafic à l'ARTP. Monsieur Fati, bonsoir. Alors, votre division est chargée de la qualité du service donc au niveau de l'ARTP. Pourquoi donc cette invitation? Il se trouve depuis ce matin, vous avez démarré une campagne de sensibilisation au numéro gratuit qui a été mise en place. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce numéro gratuit? Exactement. Donc merci. Donc depuis ce matin, on a fait une campagne de presse. On a mis en place, l'ARTP a mis en place un numéro vert qui doit permettre aux usagers des services de télécommunication de pouvoir remonter à temps réel les incidents, dysfonctionnements, les problèmes techniques qu'ils pourraient avoir sur les réseaux des différents opérateurs et qui permettra après l'ARTP de les remonter aux opérateurs et de voir comment ces problèmes sont pris en charge par les opérateurs. Et c'est juste un numéro gratuit, hein. On peut appeler là-bas à tout instant, 24 heures sur 24, sans rien payer? Exactement, c'est le 800 200 200. Donc lorsque vous remontez, on vous demandera quel est le problème technique que vous avez vécu. Et après, ensuite, on vous demandera l'endroit, le lieu, qui est très important. Et ensuite, ces problèmes seront pris en charge après et par la RTP et par les opérateurs. D'accord. Est-ce qu'à part ce numéro, y a-t-il aussi d'autres actions qui sont prévues un peu pour améliorer la qualité du service? Exactement. Donc avec l'arrivée de M. Sall, le nouveau directeur général de l'autorité, on a mis en place un plan d'action. L'objectif, c'est d'ici la fin de l'année 2012 d'améliorer de manière significative la qualité de service. Donc après le numéro vert, nous allons faire une enquête de satisfaction auprès des clients, des usagers, essayer d'avoir leur perception de la qualité de service commercial qu'ils reçoivent des opérateurs et ainsi pouvoir voir quelles sont les zones à améliorer par ces opérateurs-là au niveau de la qualité de service commercial. Ensuite, il y aura une campagne au mois d'octobre-novembre qui sera une campagne au niveau national. L'objectif, ce sera d'avoir la vraie carte de couverture des réseaux des opérateurs pour la téléphonie mobile, aussi de vérifier que les numéros d'urgence sont bien acheminés parce qu'on a vu qu'il y a des problèmes aussi pour les numéros d'urgence et ainsi après de voir quelles sont les actions qui seront mises en œuvre pour étendre la couverture au niveau du pays. Alors pour être beaucoup plus pragmatique, par exemple, quelqu'un comme un client comme moi, parce que la plupart du temps je rencontre aussi des difficultés parce que des fois je ne sais pas si c'est le réseau qui est saturé ou pas, oui. Mais une personne comme moi qui est confrontée par exemple à cette situation, comment doit-elle faire? Ok, donc vous avez plusieurs solutions. La première, c'est vous pouvez appeler directement votre opérateur qui a un service à la clientèle. Le deuxième, avec le nouveau code des télécoms, il vous permet de pouvoir appeler l'ARTP pour remonter un dysfonctionnement technique et l'ARTP prendra en charge de bout en bout. Et sinon aussi, il y a différentes actions, envoyer des lettres à l'ARTP et puis nous suivons la qualité de service en sachant qu'on travaille en collaboration avec les opérateurs. Et l'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas un réseau qui 100% qui marche, qui fonctionne 100% sans problème. Mais pourquoi commencer ce travail maintenant? Non, ce travail il a commencé depuis, on va dire, depuis que la RTP existe, depuis 2004-2005. Mais avant... Mais ça n'a jamais été vulgarisé, hein? On a l'impression que cela se faisait plus, on ne va pas dire en catimini, mais juste en douce, quoi. Non, en fait... Sans tambour ni trompette. Oui, en fait, mensuellement, on suit des indicateurs de qualité de service. Les opérateurs nous envoient des indicateurs. On a fixé avec eux des seuils pour leur dire qu'au Sénégal, pour tel indicateur, on doit être à tel niveau et on les suit mensuellement. Ensuite, chaque année, jusqu'en 2009, on a fait des audits, on a fait des campagnes de mesure de la qualité de service avec des restitutions et en incitant les opérateurs à améliorer cette qualité de service-là. Mais sauf que depuis cette année, on a vu que depuis quelques mois, on a vu qu'il y avait beaucoup de problèmes qui étaient récurrents. Donc souvent, ça c'est dû à l'urbanisme qui évolue, l'environnement et puis la technologie évolue. Vous avez le nombre d'abonnés aussi qui augmente dans le réseau. Donc il y a beaucoup d'appels qui se font en même temps et donc ça augmente les problèmes. Donc la RTP est là pour vraiment veiller à ce que la qualité de service s'améliore, veiller à ce que les opérateurs investissent pour l'améliorer. Mais justement, est-ce que les opérateurs participent même à ce projet? Oui, non, ils participent. Parce qu'on voit qu'entre vous, ça n'a pas été le grand amour. Hein. On s'en souvient, il y a quelques semaines, voire quelques mois de cela. Hein. On n'est pas là pour s'aimer non plus. Hein. Mais en fait, nous sommes là vraiment pour le bénéfice des consommateurs. L'essentiel pour nous, c'est que les consommateurs aient accès aux mêmes services n'importe où dans le Sénégal. Mais les opérateurs participent à ce projet? Ils participent. On a fait des réunions avec eux il n'y a pas longtemps, sous la présidence du directeur général de la RTP, M. Sall. Ils nous ont assuré qu'ils vont tout faire pour améliorer cette qualité de service-là
qui est vraiment aussi une importance dans leur métier. Et donc nous leur avons dit qu'à partir de 2013, que nous allons veiller strictement à ce qu'il y ait une bonne qualité de service au Sénégal. Seyni Malan Fati, je vous remercie bien. Vous êtes le chef de la division de la connectivité et du trafic au niveau de la RTP. Une campagne de sensibilisation que vous avez démarré aujourd'hui et qui va se poursuivre jusqu'à c'est un mois, c'est du 25 juin au 25 juillet. Merci infiniment. Merci. La suite du journal à l'étranger, pas de répit pour Mohamed Morsi, le président élu de l'Égypte. Il a entamé ses consultations ce matin en vue de former ou de la formation d'un nouveau gouvernement. Après sa prestation de serment, il se fixe comme priorité l'équilibre entre l'exécutif et le législatif. Le président élu Mohamed Morsi s'est mis au travail dès ce lundi. Première tâche, constituer un gouvernement. Le plus difficile, ce ne sera sans doute pas de trouver les personnalités pour cette équipe, mais de parvenir à un équilibre avec le Conseil suprême des forces armées. Les militaires ayant récemment dissous le Parlement, ils ont donc la main sur le pouvoir législatif. Dans sa première allocution hier, Mohamed Morsi s'est montré conciliant. Je serai le président de tous les Égyptiens, à l'intérieur et à l'extérieur, a-t-il dit. Tous les Égyptiens, musulmans et chrétiens. L'Égypte a besoin aujourd'hui que nous soyons un peuple uni. La révolution va continuer jusqu'à ce qu'elle atteigne ses objectifs. Reste qu'à l'issue de cette présidentielle chaotique, la population est partagée. Certains des supporters d'Ahmed Shafik, le rival de Morsi, ont du mal à accepter la défaite. C'est la première fois depuis 60 ans que le chef de l'État égyptien n'est pas un militaire, et c'est aussi cela que les Égyptiens ont fêté hier sur l'emblématique place Tahrir au Caire. Je suis très contente, dit cette femme. C'est un grand jour pour l'Égypte. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma joie. La victoire de Mohamed Morsi à l'élection présidentielle ne représente pas forcément la fin de la crise politique, souligne notre envoyé spécial au Caire. Elle ouvre un nouveau chapitre de confrontation avec le Conseil militaire qui conserve encore le pouvoir législatif et une grande partie du pouvoir exécutif. Plusieurs pays ont salué l'élection de Mohamed Morsi. Sa victoire était au centre des discussions ce matin lors de la réunion des ministres européens des Affaires étrangères. Une rencontre qui se tient à Luxembourg. Ils ont par ailleurs dénoncé l'attaque contre un avion militaire de la Turquie. Cette attaque contre même cet avion turc sera au cœur même d'une réunion de l'OTAN demain. En attendant, Damas et Ankara continuent de se livrer un véritable ping-pong verbal. La Turquie menace de répondre au coup pour coup. Les suites de l'incident aérien entre la Syrie et la Turquie avec une polémique sur les circonstances. Depuis le début, Ankara reconnaît que l'appareil a fait une brève incursion en territoire syrien, mais qu'il a été abattu alors qu'il se trouvait dans l'espace aérien international. Or, ce lundi, Damas a réaffirmé que l'avion de chasse avait, je cite, violé la souveraineté syrienne. Ce responsable du ministère syrien